la liberté a un prix. Il y a 10 ans était créée TV Liberté. Les défis ont été relevés avec succès. TVL contre vents et marées, insultes et censures a joué pleinement son rôle, assurer la liberté de l'information en France. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste, servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, en 2022, cette presse-là, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 1 milliard d'euros d'aide publique du gouvernement. Cette somme astronomique, prise dans nos poches par l'État, est encore en deçà de la réalité. Les spécialistes parlent plutôt de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement 0 €. 0. La liberté a un prix, car nous avons appris que celle-ci est incompatible avec les aides de l'État qui veut tout contrôler. La liberté a un prix, celui de votre engagement, à nos côtés, celui de votre participation en qualité de donateur. S'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Nous avons besoin de votre aide personnelle parce que, décidément, oui, la liberté a un prix. La police, ne quittez pas. Bien, bonjour. Pour cette nouvelle émission de Allô le 17, nous allons recevoir aujourd'hui 2 invités. Patrick Ivars, commissaire divisionnaire honoraire, vice-président du collectif La France aime sa police, et Pierre-Marie Sève. J'ai eu tout d'un coup un trou sur votre prénom. Pierre-Marie Sève, qui est le directeur de l'Institut pour la justice. C'est ça. Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission de Allô le 17. Nous allons aborder aujourd'hui 2 sujets majeurs. Le premier, c'est le sujet de l'affaire Naël, qui a défrayé la chronique au début de cet été, qui a vu l'incarcération d'un policier, sur lequel on aimerait avoir votre éclairage, votre vision. Et puis cette affaire récente de Crépol, dans la Drôme, qui a vu le décès d'un jeune de 17 ans. On va donc tenter aujourd'hui de débattre autour de ces 2 sujets, en l'élargissant bien sûr à tout ce que vous jugerez utile. Pierre-Marie Sève, en juin dernier, un drame est arrivé à Nanterre, un policier est intervenu à la suite d'un refus d'obtempérer. Cette intervention s'est soldée par la mort d'un jeune homme de 17 ans, le jeune Naël. À la suite de ce drame, des émeutes d'importance, même je pense jamais vues encore en France, puisqu'elles ont touché un nombre important de petites villes, de villes moyennes, avec un déferlement de violence, voire de pillage dans toutes ces villes. On aimerait avoir votre sentiment là-dessus, et également sur le fait que le policier a été incarcéré par la justice. On a décidé, le juge d'instruction a décidé son placement. Enfin, le juge des libertés et de la détention a jugé qu'il était opportun de le placer en détention. On aimerait avoir votre éclairage là-dessus. Alors, premièrement, sur le sujet de la mise en détention de ce policier. Alors, pour être honnête, moi, j'ai été extrêmement étonné par cette mise en détention. Pourquoi ? Parce que juridiquement, ça ne se justifiait pas. Moi, je me souviens très bien avoir vu la conférence de presse qu'a fait le procureur de la République de Nanterre le lendemain ou le surlendemain de l'affaire, en disant voilà ce qui s'est passé. Il explique le déroulé de l'affaire, il dit il fait un déroulé logique. Et puis, la fin de la démonstration, c'était donc, me semblait logiquement être
En tant que procureur, je ne requerrai donc pas la mise en détention provisoire de ce policier. Et pourtant, dans une phrase qui contrastait avec tout ce qu'il venait de dire avant, et même lui-même devait être le premier surpris de dire ça, il requérait, donc le procureur a requis la détention provisoire du policier, qui a été ensuite été acceptée par la justice. Moi j'ai trouvé ça très étonnant. Pourquoi ? Parce que la détention provisoire, normalement, elle se prononce que dans certaines conditions. C'est l'article 144 du Code de procédure pénale qui les fixe, ces conditions. C'est pour éviter un risque de collusion entre les témoins, c'est pour éviter une réitération du délit, c'est pour éviter... c'est pour tout un tas de conditions. Et là, en l'occurrence, il me semblait qu'il n'y avait aucune qui pouvait s'y appliquer. Et on n'a jamais vraiment su laquelle s'appliquait d'ailleurs. Ont été évoquées la protection de ce policier. Moi, je suis désolé, mais un État dans lequel on est obligé de mettre en prison des gens pour les protéger, surtout quand c'est un agent de l'État, ça me semble extrêmement politiquement glissant comme terrain. Et deuxièmement, il y a l'ordre public. Même chose, l'ordre public. On est obligé de mettre en prison, c'est un aveu de faiblesse de l'État, on est obligé de mettre un policier en prison pour maintenir l'ordre public. Mais c'est un aveu d'impuissance complètement aberrant. Donc moi j'ai trouvé ça extrêmement étonnant. Bon, extrêmement étonnant juridiquement parlant. Évidemment, politiquement, moi, ma réflexion en fin de compte, de toute façon, depuis que j'ai fait mes études de droit, ce que j'ai réalisé, c'est que la justice, c'est un rapport de force. L'extrême gauche a mis un rapport de force, elle a pesé de tout son poids dans ce rapport de force. Elle a hurlé, elle a vociféré, elle a encouragé des pillages et des émeutes. Elle a gagné. Elle a gagné, c'est-à-dire que ce qu'elle voulait, c'était de mettre ce policier en prison, elle a gagné. Pour 5 mois, qui était complètement indu, à mon avis. Voilà. Donc, oui, d'autant qu'à chaque demande de libération, il y a eu un refus catégorique. Donc, est-ce qu'on peut en déduire que c'était une décision politique ? Moi, je pense que oui. Ça me paraît... Qu'elle soit téléguidée directement par le ministère auprès du procureur, c'est possible, c'est pas certain. Mais le juge a pris une décision politique. Il s'est dit, au vu du contexte actuel, vu que l'État est incapable d'assurer l'ordre public ou la protection de ce policier, je vais le mettre en prison. Mais à l'analyse, il s'agirait en fin de compte de la démonstration de la faiblesse de l'État. Complètement. Faiblesse énorme. Faiblesse à cette occasion-là, puisque à plein d'autres occasions, par exemple les Gilets jaunes, on n'a pas vu une particulière faiblesse de l'État. Quand il s'agit de se prendre des amendes ou de payer ses impôts, on ne voit pas particulièrement de faiblesse de l'État. Il va ponctionner directement les comptes, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de combattre les émeutiers et les délinquants de manière générale, là, oui, il n'y a plus personne. C'est toujours la même chose, c'est fort avec les faibles et faible avec les forts. Très bien. Patrick Ivard, vous abondez dans ce sens ? Oui, je peux qu'abonder dans le sens de Pierre Marisset, parce qu'effectivement, pour moi, c'est une décision politique. Ce que je note, c'est qu'on est passé de l'affaire Naël à l'affaire Florian. Florian, c'est le prénom de ce policier. On est passé de l'affaire Naël qui posait le problème des refus d'obtempérer, des contrôles de police. Est-ce qu'il était en légitime défense ? Est-ce qu'il a agi dans le respect de l'article 435-1, si je ne me trompe pas, du Code de la sécurité intérieure, etc. Et on est passé de cette affaire-là, l'affaire Naël, à l'affaire Florian. Pourquoi est-ce que ce policier est en prison ? Alors effectivement, quelles sont les raisons pour lesquelles on met un policier en prison à partir du moment où le seul motif, semble-t-il, parce qu'on n'a pas accès à la procédure non plus, donc on ne va pas non plus parler d'une procédure à laquelle on n'a pas accès, mais quand même, on a quand même le sentiment que la seule raison pour laquelle Florian a passé 4 mois en prison, c'est l'éventuel trouble à l'ordre public dans les banlieues. Autrement dit, cette justice que moi je trouve pas juste, la justice c'est pas juste. Autrement dit, cette justice qui n'est pas juste maintient un policier en prison pendant 4 mois parce que le pouvoir politique a peur des émeutes dans les banlieues. Effectivement, c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que pour calmer les banlieues, on sacrifie un policier qui est présumé innocent avant d'être jugé, il faut le savoir. Parce qu'il y a eu un certain nombre de manifestations en disant le policier en liberté, c'est passé à la justice, etc. Il ne faut pas se tromper, la détention provisoire, ce n'est pas un acompte sur une peine qui va être prononcée, c'est pas ça du tout. C'est une mesure d'enquête. Ce n'est pas une sanction, c'est une mesure d'enquête. On met quelqu'un en détention provisoire parce qu'on a peur qu'il quitte le pays.
On a peur qu'il réitère son infraction. On a peur qu'il fasse pression sur les témoins, qu'il y ait une collusion avec d'autres personnes, etc. Et là, ça ne semble pas être le cas. Alors franchement, quand on a un policier qui part le matin au boulot et qui ne rentre pas le soir et qui passe 4 mois en prison parce qu'il ne faut pas que les banlieues s'enflamment, moi, ça me gêne un peu en tant qu'ancien policier qui plus est. Je me dis quand même c'est une sacrée incertitude qui pèse sur la tête des policiers qui sont des gens qui partent au boulot le matin et qui ne savent pas s'ils vont rentrer chez eux le soir. C'est un petit peu bizarre. Parce que quand on revient, et j'aimerais qu'on revienne aux faits qui se sont produits donc, à Nanterre, on a quand même un jeune homme qui conduit un véhicule et qui commet un certain nombre d'infractions graves au code de la route. C'est le rôle de la police que de mettre un terme à ces infractions. Que se serait-il passé si Naël avait continué son chemin et avait écrasé un piéton sur un passage piéton, s'il avait renversé un cycliste, s'il avait causé un accident grave avec des morts? Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, mais que fait la police? Enfin, c'est pas normal, vous êtes là pour éviter ce genre de situation. Donc en fait, les policiers sont face à un dilemme. Soit ils font leur travail avec un risque énorme de devoir utiliser leur arme et de tuer quelqu'un, ce qui est grave. Ou alors ils font rien, ils font comme s'ils n'avaient rien vu, et puis ils prennent le risque que la personne qu'ils n'ont pas stoppée commette des infractions graves et tue des gens, éventuellement. Donc moi, ça me gêne un petit peu, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Est-ce que, à travers cette décision, qui nous paraît à nous un peu unique, est-ce qu'en fin de compte, le pouvoir politique et à travers lui la justice n'a pas voulu adresser un message fort à l'adresse des forces de l'ordre en leur disant les refus d'obtempérer ne doivent pas être traités comme vous le traitez actuellement. Pour preuve, il y a peu de jours, à Nantes, un automobiliste à bord d'un véhicule volé a foncé sur un fonctionnaire de la BAC. En comparution immédiate, il a pris 35 heures de travail d'intérêt général. Est-ce que vous ne voyez pas là, quelque part, un message fort adressé à l'adresse des forces de l'ordre en leur disant calmez-vous et en fin de compte, restez quelque part pour éviter les troubles. Je doute que ce soit conscient. J'en doute maintenant. Parce que ça soit orchestré, non, mais d'une manière inconsciente, quelque part, est-ce que c'est pas ça? Peut-être de manière inconsciente. De manière inconsciente. C'est possible. Hein? Oui. De toute façon, des comportements qu'on ne punit plus, c'est qu'on les accepte. Peut-être que la justice, les juges, en tout cas, ont accepté qu'il y ait des refus d'obtempérer à tous les coins de rue. En fait, c'est un petit peu comme les chasses de police pour poursuivre un véhicule en fuite. Quelles sont les instructions écrites ou simplement verbales qui sont données aux policiers quand il y a une voiture qui brûle 4 ou 5 feux rouges d'affilée, qu'il y a des voitures de police derrière? C'est de dire attention, ne chassez pas trop cette voiture-là, parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que vous risquez un accident. Si vous poursuivez la voiture, elle va continuer à brûler encore 12 feux rouges d'affilée. Elle risque de tuer des gens. Vous risquez vous-même de vous tuer dans un accident de voiture. Finalement, on finira bien par l'arrêter, donc ça vaut peut-être pas trop le coup de chasser des véhicules en fuite. Ouais. Et là, maintenant, on se retrouve avec des contrôles qu'on appelle refus d'obtempérer. C'est pas le refus d'obtempérer qui est la cause de l'utilisation de l'arme par les policiers. C'est ce qui suit le refus d'obtempérer. C'est-à-dire que normalement, dans un pays normal avec des gens normaux, quand une voiture est contrôlée, quand un chauffeur est contrôlé par la police, il coupe le contact et puis il baisse la vitre et puis il donne ses papiers d'identité, les papiers du véhicule. Ça me semble assez logique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a, au-delà du refus d'obtempérer, il y a une mise en danger de la vie du policier. Il y a éventuellement une mise en danger d'autrui si le conducteur poursuit son chemin. Et finalement, qu'est-ce qu'on donne comme message aux policiers? On dit aux policiers, laissez-le partir, parce que de toutes les façons, si jamais vous le bloquez... Et la voiture est une arme, il faut bien l'avoir présent à l'esprit. Un véhicule, c'est une arme par destination. Laissez quand même le chauffard continuer son chemin avec son arme par destination, parce que vous risquez, vous, policiers, de très très gros ennuis s'il refuse d'obtempérer à votre ordre de couper le contact. Et puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est nous qui, à cause ou grâce à notre âge, connaissons un petit peu la généalogie des choses,
lorsque je suis rentré dans la police, pour moi, quelqu'un qui prenait la fuite à la vue d'un policier était forcément quelqu'un qui avait quelque chose d'extraordinairement grave à se reprocher. C'était quelqu'un qui vient de commettre un braquage, c'était quelqu'un qui vient de commettre un meurtre, etc. Donc, par réflexe professionnel, immédiatement, on disait, il y a quelque chose de grave là. Donc, on voit bien que ce glissement là qui s'est opéré, ou avec une espèce de banalisation je pense qu'il faut aller, en fin de compte, au-delà du fait et se dire, au niveau sociétal, l'autorité d'un policier n'a plus aucun sens aujourd'hui. Alors déjà, Maurice, j'ai pas tout à fait le même âge, je suis légèrement plus jeune, mais j'ai effectivement connu cette même évolution. À savoir que on avait des gens qui, quand ils étaient contrôlés, qui s'arrêtaient. S'ils ne s'arrêtaient pas, c'est que c'était quand même des bandits. Là maintenant, il y a des gens qui sont contrôlés, ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils n'ont pas envie de s'arrêter, parce que la police, finalement, on fait ce qu'on veut. C'est ça. Mais c'est vrai que quand on est condamné à 35 heures de travail d'intérêt général, parce qu'on a renversé un policier qui a perdu connaissance et qui avait la tête en sang, simplement parce qu'on n'avait pas envie d'obtempérer à son ordre, est-ce que ça vaut le coup, quoi ? Mais c'est pour ça que je voulais insister sur ce fait, faire le lien entre justement l'affaire Naël et puis cette affaire de Nantes. Quel est le message adressé à la population par la justice ? Quelque part, c'est assez invraisemblable. Ouais, moi je pense, j'essaie d'avoir, alors là on élargit vraiment le débat, mais j'essaie d'avoir une autre explication. Mais c'est ce que je souhaite. Mais c'est très bien. J'ai une autre explication, vous connaissez peut-être cet historien et philosophe arabe du Moyen-Âge qui s'appelait Ibn Khaldoun, et qui expliquait que les empires avaient une tendance, le centre de l'empire avait pour volonté d'accaparer par l'impôt le travail des gens productifs, de les pacifier pour que donc l'État pacifie les paysans en leur disant on vous enlève vos armes, on va rendre la justice pour vous, mais en échange vous arrêtez d'être violents et vous nous donnez ce qu'on vous demande, l'impôt quand on vous le demande. Et puis ce qui fait écho aussi au lumpenprolétariat de Marx, c'est que donc Ibn Khaldoun dit qu'il y a cette pacification, et puis avec le temps, il y a des masses barbares qui sont nécessaires à l'État pour obtenir l'impôt, puisque l'État lui-même n'est plus capable d'aller chercher l'impôt tout seul, il demande à des masses barbares, il pense à l'Empire romain, parce que c'était un historien du Moyen-Âge, qui vont chercher l'impôt à la place de l'État, et qui, eux, ne sont pas du tout pacifiés, ils sont même particulièrement violents, et c'est vrai que le deux poids deux mesures systématique entre quelqu'un qui se défend... Je prends un seul exemple, un homme de 86 ans s'est défendu dans sa maison, il était cambriolé de nuit dans les Pyrénées-Orientales il y a 1 ou 2 ans. Il a donné un coup de couteau à un cambrioleur. Cambrioleur multi-condamné, multi-connu, étranger, en situation plus ou moins régulière, etc. Et l'homme de 86 ans a été poursuivi. Pendant 2 ans, il n'a pas pu vivre chez lui. Il n'a pas été condamné encore, mais pendant 2 ans, il n'a pas pu vivre chez lui. Il a dû louer une petite location à côté de chez lui. C'est quand même complètement dingue. Et ce caractère impitoyable contre les gens honnêtes, quelqu'un de 86 ans, quoi. Et d'un autre côté, une mansuétude extraordinaire qu'on appelle laxisme à l'égard de ce jeune de Nantes qui a été condamné qu'à 35 heures de travail d'intérêt général. On peut se demander si ce deux poids deux mesures, en tout cas moi je trouve que ça fait vachement beaucoup écho à cette explication qu'avait Ibn Khaldoun oui, on martyrise les gens honnêtes, en tout cas on les maintient au pas. Et par contre, on donne tous les droits à nos... Alors, la justice, c'est pas juste, Maurice, la justice, c'est pas juste. Ouais. C'est la loterie. Tout à fait. Mais d'un autre côté, on peut penser qu'on s'éloigne énormément de l'affaire Naël, mais en réalité, c'est là où je veux en venir. Enfin, moi, je sais qu'au sein du collectif là qu'on a créé, La France aime sa police, c'est plutôt vers ce débat de disséquer, de voir ce qu'il y a derrière les choses, et puis en tirer un enseignement quasi philosophique, voire politique, qu'on doit aller. Donc, on voit bien à quel point des faits qui sont d'importance, bien sûr, mais qui sont des faits réitérants, ça nous permet d'avoir une analyse beaucoup plus globale. C'est ce vers quoi je voulais aller. Alors, pareil, à l'occasion de l'affaire Naël, nombre de partis politiques ont pris le relais également dans cette affaire en scandant des choses comme la police tue, alerte, la police assassine, etc. Quelle est la part de responsabilité de ces partis ? Ils jettent de l'huile sur le feu. Clairement, on parle de LFI, quoi. On parle de LFI, mais
faut dire j'imagine qu'en dehors de LFI, il y a pratiquement un consensus pour, au contraire, condamner ce genre de propos. Mais c'est vrai que LFI a tendance un petit peu, pour des raisons électoralistes, c'est-à-dire qu'ils veulent peut-être rallier un électorat de banlieue, on va dire ça comme ça. C'est nouveau quand même. 2005, c'était un consensus quand même. C'est peut-être, mais en tout cas LFI actuellement, non. LFI prend fait et cause pour les banlieues. Et si on veut ouvrir un petit peu sur quelque chose de plus vaste avec l'actualité du Proche-Orient, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de convergence des luttes entre les gens qui disent la police tue et les gens qui soutiennent les Palestiniens avec ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. On s'aperçoit qu'il y a une fusion un petit peu de ces deux mouvements et on se retrouve avec des manifestations concernant les supposées violences policières, mais on pourra en reparler peut-être de ce qu'on appelle violence policière. On a des gens qui crient Allah Akbar et puis Palestine vaincra, quoi. Oui, mais est-ce que c'est pas quelque part quand même une démarche un peu nihiliste à la Bakounine, puisqu'on raconte privilégier les banlieues, soit, mais est-ce que ça va leur donner un socle électoral qui leur permettra d'arriver démocratiquement à l'élection Démocratiquement, c'est peut-être pas leur objectif, mais en tout cas, ils pensent que à la révolution, ça peut leur amener des supporters. Non, à l'émeute, à la révolution, oui, sans doute, c'est peut-être une stratégie. Alors, il y a des gens qui pensent que le pouvoir est dans la rue et que le pouvoir se fera peut-être apprendre dans la rue. Les gens qui font sans arrêt référence à la Révolution française, qui est quand même quelque chose d'assez fondateur dans la République. Je pense la prise de la Bastille, bien évidemment, parce que c'est notre fête nationale déjà, mais c'est une journée d'émeute. Donc il y a peut-être des gens qui s'imaginent qu'on peut prendre le pouvoir de la même manière, allez savoir. Donc il est possible que le calcul de certains politiques, ça soit d'aller dans ce sens-là. Les autres partis politiques, je pense qu'il y a plutôt un consensus pour dire ah ben non, c'est pas bien, il faut pas, la police tue pas. Effectivement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qu'on appelle violence policière, parce que le terme me gêne, qu'il y ait des excès, qu'il y ait des choses pas admissibles, ça peut arriver, bien évidemment, mais la justice est là pour ça, pour les sanctionner. Maintenant, le terme de violence policière, ça me paraît quand même un petit peu bizarre, parce que la police a justement ce monopole de la violence. Quelquefois, la police est obligée d'être violente parce qu'elle est face à des gens qui eux-mêmes sont violents. Donc le terme de violence policière me paraît pas être un terme adéquat. Et moi, je trouve toujours aberrant de considérer qu'on doit traiter de la même manière un citoyen lambda qui a des droits et des devoirs et une personne dont la fonction à laquelle l'État remet une arme et dit « vous devez maintenir l'ordre public et faire respecter nos lois ». On ne peut pas avoir le même traitement judiciaire et juridique pour deux situations qui sont complètement différentes. Un policier est évidemment exorbitant du droit commun par sa fonction, parce que l'État, parce que la loi lui autorise et lui demande. Donc oui, je suis complètement d'accord avec vous. Je regrette que Emmanuel Macron ait utilisé ce terme-là il y a 2 ans. Il a déjà jugé de toutes les façons Emmanuel Macron pour ce qui est de l'affaire. Alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler l'affaire Naël ou l'affaire Florian, mais il avait déjà jugé la situation, puisqu'il avait déclaré que la situation était inacceptable, inexcusable. Ouais. Instinctivement, il se range de ce côté-là. Alors, je veux dire, quand il y a le président de la République qui, d'entrée, sans savoir vraiment ce qui s'est passé, en n'ayant pas plus d'informations que n'importe qui d'autre, à moins qu'il en ait, mais que pour l'instant, on ne sache pas, mais ça ne semble pas être le cas. Quand on a le président de la République qui, d'entrée, dit que ce qu'a fait le policier Florian est inacceptable, inexcusable, je veux dire, la cause est entendue, quoi. Après, il ne faut pas s'étonner s'il passe 4 mois en prison, le garçon. Pas... Mais est-ce que ça n'est pas lié à la collusion patente aujourd'hui qu'il y a entre le monde politique, le monde du spectacle, le monde des médias, qui, entre eux, ont une doxa dominante? C'est purement démagogique. C'est purement démagogique. Est-ce que, par exemple, l'omniprésence médiatique n'a pas justement transformé chaque action policière en violence, par définition, puisque ça va être une action un peu virile. Une action policière, par définition, va être virile. Quand elle est filmée, retransmise sur les réseaux sociaux, etc., elle va prendre immédiatement une connotation de violence. Bien évidemment, mais moi, ce que je remarque par rapport à cette affaire, c'est que le pouvoir politique a très peur de la rue. Il a très peur des émeutes. C'est sa principale inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, tout à l'heure, on disait que des émeutes comme celle de juin-juillet, il n'y en avait jamais eu. Pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai le souvenir d'émeutes au début des années 90 à Paris. Il y avait des dizaines et des dizaines de voitures qui flambaient dans la rue.
Avenue Rapp, c'était à en Paris. face du pont d'Alma. Là où ça a un peu changé, c'est que là, Maurice, là vous c'était- avez eu des villes de 5 000 habitants, 10 000 habitants qui ont non, mais connu peut-être. des émeutes. Peut-être, Et c'était réparti sur l'ensemble du Mais territoire des national. émeutes avec des quartiers et puis les boutiques complètement fracassées, des voitures retournées en train de flamber, et puis une situation qui échappe à tout contrôle. On a oublié peut-être, mais moi j'en ai connu dans les années 90. Et à cette époque-là, Puis d'ailleurs, dans les années 70, on mettait des policiers en civil dans ces manifestations pour arrêter des casseurs en action. J'ai fait partie de ces petits groupes-là. On a arrêté des casseurs en action. Et puis ça, c'était 91, me semble-t-il. Tout ça pour qu'au bout de 24 heures, les individus soient remis en liberté, quoi. Et puis soient condamnés déjà à des peines de travail d'intérêt général qui n'étaient pas effectuées, à des peines d'amende pas payées et des dommages et intérêts jamais payés. Donc là aussi, on peut se demander s'il y a une évolution ou pas, parce qu'avec un petit peu de recul, je me souviens qu'il y a une bonne trentaine d'années, on avait déjà des policiers qui étaient confrontés à des situations de ce genre, qui prenaient des risques très importants pour leur vie, parce qu'ils étaient très isolés au milieu de casseurs. Et puis finalement, au bout du compte, la justice déjà ne passait pas. La justice était injuste. Et puis c'est vrai qu'après, on se dit, mais on a peut-être quelque part, on a peut-être risqué notre vie là, dans ces situations-là. Est-ce que c'est à refaire ? 30 ans plus tard, ça continue, c'est pareil. Hein. Moi, je pense qu'il y a quand même il y a eu une évolution, mais là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est qu'on applique la même recette, la même solution Qui marche pas, en fait. à des problèmes qui grandissent et ça ne fonctionne pas. Ça ne fait que grandir le problème. J'avais un petit peu retravaillé l'évolution des émeutes urbaines. Ça commence à la fin des années 70 dans la banlieue de Lyon. C'était le quartier des Minguettes à Vénissieux. Ça a pris, au début des années 80, ça prend d'autres quartiers de Lyon. Il y avait une spécificité lyonnaise à l'époque. À partir des années 90, ça commence à toucher sérieusement la région parisienne avec l'intifada. Il y avait eu aussi un jeune Thomas Sanchez, je crois, d'origine espagnole, qui avait été tué dans une cité et ça avait donné lieu l'intifada des cités, etc. Mais j'ai surtout le souvenir de Malik Oussekine en 86. Oui, c'est ça sûr. quand même. Et ça, Malik Oussekine, c'est devenu quelque chose d'important parce qu'il y a une sorte de syndrome Malik Oussekine. C'est-à-dire qu'une manifestation... encore aujourd'hui. Bien sûr. Et c'est 86. Une manifestation qui se passe bien, c'est une manifestation où il n'y a pas de manifestants qui meurent. Mais s'il y a des dégâts considérables, c'est pas grave. Ce n'est qu'une question d'assurance. Alors effectivement, personne ne souhaite qu'il y ait qui que ce soit qui meure, ni des manifestants, ni des policiers. Mais c'est vrai que depuis Malik Oussekine 1986, une manifestation avec des destructions absolument catastrophiques, c'est pas bien grave, c'est juste une question d'argent. Oui, mais à l'inverse, j'entends tout ça. Mais à l'inverse, ne serait-ce que pour nos auditeurs, on ne peut pas éluder la répression qu'il y a eu au moment des Gilets jaunes. Où là, par contre, on a vu que le pouvoir a instrumentalisé la police, certes, mais enfin, la répression a quand même été violente. On ne peut pas l'éluder, ça. Et alors, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de sanctions judiciaires, mais il y a eu des sanctions physiques à l'égard de Gilets jaunes qui ont été également importantes. Donc, des sanctions judiciaires aussi. Hein. Ouais. On a vu quand même des gens sans casier. Moi, il n'y a pas eu de statistiques ni d'études, donc c'est très difficile. Mais quand je vois des faits divers, moi qui regarde toute la journée, tous les faits divers de France, je dois les lire tous les jours. Quand je voyais les peines qui avaient été prononcées contre des gilets jaunes, qui avaient souvent pas de casier, même la grande majorité du temps qui n'avaient aucun casier. il y a eu des condamnations. Il y avait des condamnations parfois très lourdes. Hein. Alors, donc c'est bien ce que je dis. Là, l'État n'a pas hésité à employer les moyens policiers et à c'est pas bien utiliser normal. Voilà. Moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne énormément. J'ai énormément de mal. Ça me gêne parce que les gilets jaunes sont les premiers. Pas ceux qui sont politisés d'extrême gauche qui ont pris la suite, mais les gilets jaunes, première génération, j'allais dire, c'est quand même des braves gens, quoi. C'était l'expression de la noblesse des gens ordinaires. Voilà. Et moi, j'avais énormément beaucoup de sympathie. Bon, vous voyez que en partant de l'affaire Naël, on a pu élargir. Mais parce que c'est un peu le même problème, c'est le respect qu'on doit à l'État au travers de sa police. Bien sûr. Et puis c'est la manière d'agir de la police face à ces mouvements. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à penser que la police a été peut-être un petit peu trop sévère avec les gilets jaunes par certains aspects, plus qu'elle ne l'est avec d'autres. Ça, c'est un autre problème, ça. Police et justice. L'État, dans son entièreté, s'est senti en danger. Ouais. Et il a été étonnamment, enfin en tout cas irrégulièrement sévère au sens de beaucoup de gens et à mon sens aussi. Alors, je remarque aussi, pense peut-être pour ouvrir sur d'autres manifestations,
qu'il y a eu des manifestations en 2012 et 2013, la manif pour tous. Je dois bien avouer que je les ai à peu près toutes faites. Et je pense que la police était assez sévère vis-à-vis des veilleurs, vis-à-vis des gens de la manif pour tous. Beaucoup plus qu'elle ne l'aurait été avec d'autres. Alors, ça me gêne aussi un peu. À la différence de toi, Patrick était en police judiciaire, moi qui ai connu un peu tout le panel des missions policières, j'ai fait beaucoup de maintien de l'ordre. Et le maintien de l'ordre ne se fait jamais d'initiative. Il faut le savoir. Tout est extraordinairement centralisé. Lorsqu'on est en poste avec une compagnie de CRS, on ne se déplace d'1 mètre que sur ordre. Tu demandes l'autorisation. Voilà. Ou plutôt on te donne l'autorisation, voilà, si ce n'est l'ordre d'avancer ou de reculer, ou d'aller à gauche. Donc rien n'est fait au hasard. Ouais. Donc lorsqu'on peut dire qu'une manifestation a été durement réprimée, c'est qu'il y a eu une volonté de la réprimer durement. Quand on veut la laisser aller ou l'emmener dans un entonnoir, etc., c'est une stratégie qui est parfaitement rodée et qui fonctionne. J'aimerais maintenant qu'on aborde le deuxième thème, le thème de Crépol, qui est tout à fait récent là, dans la Drôme, où là on a vu quelque chose d'assez nouveau quand même. Il semblerait qu'une horde venue d'une cité avoisinante ait fait une incursion dans le monde rural à l'occasion d'une fête organisée au sein d'une petite commune de 500 habitants. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Moi, il y a effectivement ce côté monde rural qui ressort le plus à mes yeux. Moi, j'ai l'impression que la criminalité est galopante dans les grandes villes, mais tout le monde, même quand on habite les grandes villes, on a dans un coin de la tête qu'il y a des endroits en France où on peut vivre sans fermer sa porte à clé. Des endroits en France où règne la tranquillité. Je ne sais pas où c'est. Eh bien justement, c'est dans notre esprit. Ça n'est plus dans la réalité. Ça n'est plus dans la réalité. C'est où ? Et il n'y en a pas. En tout cas, c'est exactement ce que démontre cette affaire-là. Est-ce que ça ne montre pas justement la vulnérabilité de l'ensemble du territoire ? Est-ce qu'on a un compte ? On a connu, alors je ne l'ai pas connu, je vous rassure, avec Clémenceau, mais au moment des chauffeurs au tout début du XXe siècle, il y avait justement la délinquance se répandait partout en campagne avec ces fameux chauffeurs, etc. Et c'est pour ça qu'on avait créé les brigades mobiles. Est-ce qu'on va un compte par opportunisme le monde délinquant ne se rend pas compte qu'il y a là en monde rural un monde qui s'ouvre avec une présence policière, d'autorité qui est beaucoup moindre, et en fin de compte, ils se disent pas, est-ce que c'est pas un monde qui nous est ouvert ? C'est une question que je pose. C'est une question que je pose. Je ne suis pas de ton avis, parce que pour moi, le problème n'est pas comparable avec ce qu'on a pu connaître au début du XXe siècle, avec la création des brigades mobiles de Clémenceau pour lutter contre du crime organisé, parce que là, ce qui s'est passé à Crépol, c'est pas du crime organisé. Ça, c'est le problème de l'ensauvagement de la France entière. C'est-à-dire que cet ensauvagement qui, auparavant, concernait les banlieues des grandes villes, puis ensuite les grandes villes... le trafic de stupéfiants touche maintenant des villes Crépol, de peu d'importance. Mais Crépol, c'est pas un problème de trafic de stupes. C'est pas un problème de crime organisé. Crépol, c'est un problème de voyous, d'ensauvagement. On a des gens... Pas pour une volonté crapuleuse, ils viennent pas pour voler, ils viennent parce que, semble-t-il, si j'ai bien compris, il y a des gens qui sont foulés à l'entrée par les vigiles. Bon, déjà, il faut souligner qu'il y a des vigiles. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un problème qui est pris en compte. Il y avait 4 vigiles. Comment ? Il y avait 4 vigiles. 4 vigiles, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, une fête dans un petit village de province, dans la Drôme, où il y a 4 vigiles, ça veut dire qu'on a déjà conscience qu'il peut y avoir un problème. Donc ça veut dire qu'on a conscience de l'ensauvagement potentiel. Mais quand il y a des gens qui sont foulés à l'entrée, qui partent, qui reviennent avec des copains, qui ont des couteaux, qui se mettent à donner des coups de couteau un petit peu à tout le monde, c'est l'horreur, quoi. C'est pas quelque chose qu'on a, j'imagine, l'habitude de voir dans la Drôme. J'entends bien, mais ce que je voulais dire par là, c'est que lorsqu'on regarde les statistiques, on s'aperçoit que la délinquance dans le monde rural augmente presque plus vite que dans le monde urbanisé, avec en plus une défection des services de l'État qui est importante. C'est pas la faute des gendarmes, mais le positionnement, la répartition, le maillage territorial qu'il y avait auparavant. Et ma crainte, il est évident que l'affaire de Crépol, c'est pas du grand banditisme, mais ma crainte, c'est de se dire,
le monde délinquant étant tellement opportuniste, se dire en fin de compte, on a un champ qui s'ouvre à nous, qui est important. Quand on calque ça à la loi SRU, qui force les communes de 3500 habitants d'avoir au moins 25% de logements sociaux, on se dit dans sa tête, les villes de 3, 4, 5 000 habitants qui sont des petites communes, il y en a énormément, on va essaimer sur l'ensemble du territoire de nouveaux essaims, de nouvelles ruches de délinquance. Alors Maurice, juste un mot, je voudrais rendre hommage aux gendarmes qui ont été extrêmement efficaces, extrêmement rapides, et c'est un policier qui le dit. Bravo les gendarmes, parce qu'ils ont quand même arrêté 7 personnes qui prenaient la fuite et qui étaient dans la région de Toulouse, et qui sans doute étaient destinés à passer la frontière pour se retrouver en Espagne, et sans doute encore un petit peu plus au sud. Ils ont bien joué le coup, ils ont été super efficaces. Et je vais peut-être te surprendre, je pense que l'avenir de la police nationale, c'est presque... C'est un peu provocant. Je sais ce que tu vas dire, mais je suis pas d'accord. C'est peut-être, je m'en doutais, mais moi j'ai travaillé avec les gendarmes. J'ai eu la chance d'être l'adjoint d'un colonel de gendarmerie. J'ai énormément apprécié d'abord leur disponibilité, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui chez nous, avec ce cumul des heures supplémentaires qu'il faut payer, etc. C'est un débat. Oui, mais les gendarmes ne les comptent pas. Et en plus, j'ai beaucoup aimé le sens du groupe qu'ils ont et qu'on a perdu nous. C'est-à-dire de la camaraderie réelle de l'officier supérieur. C'est ce que j'ai connu, voilà. C'est l'esprit de PJ de la police. Mais voilà. Encore une fois, bravo les gendarmes. C'était juste un aparté. Bravo les gendarmes, voilà, ça c'est dit. Maintenant, pour ce qui s'est passé à Crépol, pour moi, c'est pas un problème de délinquance organisée, c'est pas un problème de stup, c'est pas un problème d'agression dans le but de s'accaparer des richesses ou quoi que ce soit. C'est simplement... C'est quand même la confrontation de deux mondes. Et ouais, par contre, oui, c'est une manière d'être. C'est-à-dire que quand on se heurte à un refus, on n'accepte pas le refus et on revient, puis on règle ses comptes à coups de couteau. Moi, c'est quelque chose... Si je fais le parallèle avec ce que j'ai pu connaître sur Paris... C'est ce qu'on avait dans les boîtes de nuit parisiennes, avec des gens qui étaient refusés secteur Champs-Élysées, et qui, en général, c'était toujours un peu le même profil, et qui revenaient avec un fusil à pompe et qui tiraient au fusil à pompe sur les vigiles pour se venger, parce qu'ils avaient été refusés la boîte de nuit. Là, c'est un petit peu la même chose, mais sauf qu'on n'est pas secteur Champs-Élysées, on est dans la France profonde, qui prend quand même 4 vigiles pour assurer la sécurité pour une petite fête de village, c'est pas rien. Ouais. Et on a malheureusement ce gamin qui se prend 2 coups de couteau mortels, attention, parce que c'est 2 coups de couteau qui ont été portés pour tuer. Méfions-nous quand même de l'analyse qu'on fait de ce fait de société, hein, et non pas de ce fait divers, parce que j'ai entendu nombre de partisans d'une dialectique, d'une idéologie déjà bien ancrée chez nous, qui justement veulent faire passer ce fait de société en une rixe habituelle, qui dégénère, voilà. Mais ils veulent le faire passer pour tel, en disant, en fin de compte, des bagarres, il y en a toujours eu, etc. Tout ça n'est pas bien grave, etc. Et alors, à l'inverse, on va monter extraordinairement en épingle ce fait divers qui a eu lieu là entre un septuagénaire qui a agressé un ouvrier d'origine algérienne, et où là on crée au racisme, etc. On en fait un fait de société, alors que là c'est vraiment un fait divers, et un fait de société on veut le transformer en fait divers. Ça s'appelle la lutte des contre-feux, ça. Vous vous souvenez du livre de Jérôme Fourquet, L'archipel français? Tout à fait. Bah voilà. Ouais. Crépol, c'est l'archipel français. C'est une petite île. L'île de cette cité de Romans-sur-Isère qui a des mœurs et des coutumes et des lois complètement différentes de l'île d'à côté, qui était l'île de la France. Voilà. Pour moi, effectivement, ça s'applique complètement. Ce qui était vrai en sociologie il y a 4 ans, que tout le monde avait porté au nu, a raison. Le livre de Jérôme Fourquet, qui est passionnant, là, on le voit dans sa plus claire expression quand on a des affrontements d'îles les unes entre elles. C'est souvent des îles prédatrices qui vont aller attaquer des îles pacifiques. Ça peut s'appeler aussi la balkanisation du pays ou la libanisation du pays. C'est-à-dire que... Mais c'est vrai aux États-Unis aussi, c'est vrai dans beaucoup de pays du monde, où il ne faut pas se tromper, quoi. Quand on est dans un quartier, il ne faut pas se tromper de trottoir parce qu'on change de quartier et puis là, ça peut être dangereux. Sauf que les gens qui vivent dans ces villes-là, ils ont les codes. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'il ne faut pas faire et ils savent comment s'y prendre pour éviter toute délinquance. Sauf que quand on habite à Crépol, mis à part le fait qu'il y a quand même 4 vigiles, on ne s'attend pas, dans un petit village de 500 habitants, on ne s'attend pas à se retrouver avec des hordes de banlieue qui viennent avec des couteaux, quoi. Mais je trouve que balkanisation est très, très, très bien appropriée à cette situation-là. Quand vous regardez une carte des Balkans, il y en a certaines qui datent des années 90, à la veille des guerres de Yougoslavie, on le voit.
d'une ville à l'autre. Ça se joue à des territoires minuscules. Vous avez une étendue immense, des milliers de kilomètres qui sont l'ex-Yougoslavie. Et puis, d'un kilomètre à un autre, vous avez deux communautés complètement différentes qui, au cours de l'histoire, se sont parfois bien entendues, puis parfois beaucoup moins bien entendues. On le sait, il y a eu la guerre des Balkans, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Là, on est en train de faire exactement la même chose, et c'est pour moi complètement irresponsable. Alors, avec l'immigration massive, dérégulée, incontrôlée. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ce constat que nous, profanes, on fait, comment se fait-il que nos gouvernants, depuis des lustres... Ils savent très bien. Ils savent très bien, mais c'est la fuite en avant. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qui se passe, mais c'est un peu comme le type qui conduit une voiture à 200 à l'heure dans une impasse, il y a un mur au bout, puis il dit jusque-là ça va, c'est bon, je continue comme ça. Sauf que non, ça va pas, parce que tôt ou tard on va heurter le mur. Et là on va se retrouver dans des situations qui nous amènent tout droit dans le mur, quoi, dans une impasse. Est-ce qu'on peut continuer à vivre comme ça? C'est un pari. Il y a des gens qui disent oui, on peut continuer à vivre comme ça. Puis il y en a d'autres qui disent oula, il faut stopper tout ça très vite, parce que ça va nous amener aux Balkans, ça va nous amener au Liban. J'ai juste le souvenir d'un copain, ancien militaire, avec qui j'avais discuté de ce sujet. Et je lui avais dit, bon, la seule différence qu'il y a avec les Balkans et puis le Liban, c'est qu'on n'a pas d'armes. Et il me dit, mais détrompe-toi, au Liban, il n'y en avait pas des armes. Et puis quand la guerre s'est déclenchée dans les années 70, les marchands d'armes sont arrivés, les armes sont sorties d'on ne savait où, et puis tout le monde s'est armé, et puis tout le monde s'est tiré dessus, et c'est devenu ce qu'on a connu, la guerre du Liban. Ouais. Quoi. Les Balkans, c'est un petit peu pareil, avec les pillages des arsenaux militaires et autres. Je ne veux pas dire qu'on en est au même point, mais c'est vrai que par rapport à ce que me disait cet ancien militaire, faut bien voir qu'aujourd'hui, ce qui nous sépare d'une situation à la libanaise des années 70, c'est qu'on n'a pas d'armes, ou on a très peu d'armes en circulation. Contrairement à ce que croit l'opinion publique, les armes, ça ne court pas les rues, pas pour l'instant en tout cas. Mais c'est vrai que... Oui, mais comment ? pas les armes à feu. Les couteaux... Les couteaux, oui. Les couteaux, oui. Les couteaux, les voitures, les camions, voilà, effectivement... Ce genre d'armes par destination ou d'armes blanches, il y en a partout. Mais des armes à feu, il n'y en a pas tant que ça, finalement, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Alors c'est lié à notre législation sur les armes, qui est assez sévère, non, mais quand ce même. que je veux dire par là, c'est que si jamais ça tourne mal, d'après ce que m'avait dit cet ancien militaire qui sait de quoi il parle, on peut se retrouver du jour au lendemain avec une profusion d'armes. Ouais. Parce que les armes vont arriver par la contrebande grâce à des marchands d'armes. Je pense qu'il y a des stocks d'armes assez importants en Ukraine. Oui, en Ukraine, mais comme il y en a au Balkan, comme il y en avait en Albanie, comme il y en avait en Bosnie ou ailleurs, qui ont été pillés. Ce qui fait que les armes qui arrivent chez nous, les fameuses Kalachnikov avec lesquelles nos petits anges se tuent allègrement, en particulier à Marseille, ce sont des armes qui viennent des Balkans, qui coûtent pas très cher, mais qui arrivent au compte-gouttes pour l'instant. Oui, quant à l'arme blanche, il y a une disponibilité quasi domestique, donc on peut un couteau de cuisine, c'était exactement ça, des couteaux de cuisine, des couteaux de boucher. C'était ça dans le témoignage de Crépol. Mais sur la question pourquoi est-ce que nos hommes politiques ne réalisent rien, moi, vous connaissez le dicton, les temps prospères créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles, les temps difficiles créent des hommes forts. Nous avons connu les 30 Glorieuses, etc., toute une génération de temps prospères, nous avons une génération de politiques qui sont donc faibles. Et avec le temps, la situation se radicalisant et devenant de plus en plus tendue et de plus en plus difficile, appelle des prises de décision de plus en plus fortes. Et donc ceux qui vont demain sortir, je l'espère, parmi les hommes politiques, devraient être des hommes un peu plus forts. Mais donc, pour moi, c'est ça, c'est qu'on a une génération oui, on a une génération d'hommes faibles au pouvoir, les décennies 90, 80, 90. Je ne dirais pas qu'ils sont si faibles que ça, parce que quand il faut, ils savaient être durs. Mais pour défendre leur pouvoir, oui. Pour défendre leur pouvoir. Pour le bien public. Et puis face à des gens comme nous, ils savaient être durs. C'est-à-dire que quand il y a une manifestation qui est interdite, ils savent sortir les timbres amendes et puis coller des TA à 135 € aux manifestants. On en a parlé récemment avec Place d'Armes. Ils savent coller des timbres amendes de 135 € à des braves gens. Oui, absolument. En revanche, mais pour le bien commun, c'est autre chose. En revanche, le fait qu'on aille vers des temps difficiles, nous, on semble le voir parce qu'on est lucide. Maintenant, je pense qu'ils sont aussi lucides que nous. Sauf qu'ils se disent que ça va s'arranger. Et puis, de toutes les façons, leur seule échéance, c'est l'échéance électorale qui va venir après le déluge, quoi. Ils n'ont pas de vision sur le long terme. Nous, on a une vision sur le long terme parce qu'on a l'expérience de la vie, puis on a des familles, on a des enfants, et on se dit, mais quel monde on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants, quoi. Est-ce qu'on va leur laisser un monde empreint de violence où on ne pourra pas sortir, on ne pourra pas laisser nos garçons sans qu'ils se prennent des coups de couteau, on ne pourra pas laisser nos filles sortir sans qu'elles se fassent agresser? C'est quoi ce monde, quoi? C'est pas celui qu'on a connu.
Mais c'est pour ça que je voulais mettre l'accent là-dessus, surtout à l'adresse des auditeurs, sur le fait que les gouvernants sont parfaitement faits. On a été tous les deux d'anciens policiers, on sait très bien que l'information remonte. Bien sûr. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas ignorer les notes que font les services de renseignement territoriaux, les notes que font les préfets, les notes que font les chefs de service à tout moment. Donc cette situation-là... Mais dans leur moule, ces gens-là, quand même, sont des gens qui font partie de l'élite occidentale. Et dans leur moule, l'élite occidentale, elle a une couleur politique qui est le centre-gauche, quoi. Qui est, on ferme les yeux, on ne voit pas les problèmes. Peut-être que le ministre de l'Intérieur, il le sait quand il est dans son bureau qu'il y a des graves problèmes. Mais quand il sort ses dîners en ville... Bon, il l'oublie un petit peu, quoi. Et puis au sommet de l'État, Emmanuel Macron, est-ce qu'il le sait? Emmanuel Macron vient du Parti socialiste. Oui, et puis je pense que leur perspective, je pense que la perspective du monde politique aujourd'hui a beaucoup de tendances confondues. D'ailleurs, la seule perspective, c'est l'Europe, quoi. Mais en pensant que ça va résoudre tous les problèmes et qu'il faut y aller. Il y a pas, je sais plus, je crois que c'est Lénine qui disait le communisme ne marche pas parce qu'il faut encore plus de communisme, hein, c'est ça. Et donc, là, on se rend compte que l'Europe ne marche pas, mais c'est parce qu'on dit on ne revient pas en arrière en disant on l'a mal construite. On dit non, faut aller encore plus loin, L'immigration, ça marche pas, donc toujours plus d'immigration. Voilà, je pense que c'est un peu comme quand on fait du vélo. Hein, si on s'arrête de pédaler, on tombe, quoi. Hein, donc il faut tout le temps pédaler. C'est donc ce que je voulais, c'était mettre en avant. Vous voyez, en partant de faits sociétaux, voire de faits divers, etc., en arriver à une projection quelque part un peu plus politique et philosophique, en tous les cas sociologique. Hein. C'est surtout ça qui m'intéressait. Voilà. Vous vouliez peut-être aborder un autre sujet, quelque chose qui vous tenait à cœur. On a encore 7 minutes. Sur la justice. Voulez-vous qu'on parle un petit peu de la justice ou par exemple de notre ministre de la Justice qui actuellement fait l'objet de poursuites au de haute cour de justice. Premier ministre sous la Ve République, Premier ministre de la Justice qui a été mis en examen, qui a un procès. Non, et puis je suis quand même étonné de voir que ce garde des Sceaux alors que premièrement il est dans un procès, alors que deuxièmement il a une responsabilité par rapport encore à nouveau à Crépol, il a une responsabilité en tant que garde des Sceaux, comme les autres gardes des Sceaux, il n'est pas le seul, c'est une responsabilité qui est partagée par beaucoup d'hommes politiques, mais il a une responsabilité dans l'ensauvagement de la France, puisque la justice, qui est un mécanisme de régulation sociale, ne fait pas son travail. C'est-à-dire que la justice, quand elle veut encourager un comportement, quand elle veut décourager un comportement, elle n'a qu'à punir plus durement. Ça fait 30 ans que les Français, quasi unanimement, demandent de réduire les violences. La justice ne punit pas plus durement les violences. Et quand elle punit plus durement, ce qui peut arriver, les peines sont toutes détricotées derrière. Parce que l'exécution des peines aussi, ça c'est un très vaste sujet. L'Institut pour la justice a produit une note en début d'année qui nous prouve que 41% des personnes condamnées à de la prison ferme ne mettent jamais les pieds en prison. 41%. 4 personnes sur 10. Et pour faire de la prison ferme, il faut vraiment y aller pour être condamné à de la prison ferme. Donc bref, avec ce procès et avec cette part de responsabilité dans le désastre sécuritaire actuel, je trouve très osé que le ministre de la Justice, et hier on l'a vu sur les chaînes d'infos toute la journée, se soit mis en première ligne pour attaquer ceux qui récupèrent le fait de Crépol et pour attaquer politiquement ses adversaires. Il fait de la politique et non pas de la justice. Il fait de la politique, absolument, il fait de la politique, mais jusqu'à la nausée. Au bout d'un moment, il va falloir se réveiller, parce que le jour où ça touchera à sa propre fille ou son propre fils à lui... Ah, c'est pas pareil. Attention, c'est autre chose. Pourquoi ? Quand ça touche la famille, c'est très différent. Ah ben voilà, et oui, absolument, exactement. Mais j'aimerais bien qu'on n'ait pas besoin d'en arriver à ce que nos ministres eux-mêmes soient victimes d'insécurité, parce que si même les enfants de nos ministres sont victimes d'insécurité, alors les gens lambda, je vais vous dire, on sera tous enfermés chez nous à double tour. Oui, sauf que le problème qui se pose, c'est qu'on a un personnel politique, au pouvoir en tout cas, qui n'est vraiment pas exemplaire. Non, bien sûr. On a des élus de la République qui... Je pense à ce sénateur... Bon, il est présumé innocent, bien sûr, parce qu'il n'est pas jugé. Donc, ce qui est valable pour les policiers est valable aussi pour les sénateurs. Mais quand même, le bonhomme qui va mettre de l'ecstasy dans une coupe de champagne pour essayer peut-être d'agresser une députée, je trouve ça quand même assez moyen pour l'image du parlementarisme des parlementaires en France. Je trouve ça... C'est pas terrible, quoi. C'est-à-dire que l'image que nos dirigeants nous donnent, elle est exécrable. Elle est exécrable.
Et ce sont les mêmes qui nous donnent des leçons de morale, quoi. Donc là, ça marche pas, quoi. C'est pas Mais possible. est-ce que d'ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que, en fin de compte, dans l'application des peines, en fin de compte, dans tout ce qui était procédure pénale, il y avait des carences énormes. Mais justement, je m'interroge, est-ce que le politique, justement, n'a pas une part de responsabilité énorme en la circonstance, mais pour des raisons beaucoup plus pragmatiques qu'il n'y paraît? On pourrait penser que c'est un courant idéologique qui a amené petit à petit l'évolution des lois, etc. Mais est-ce que, moi qui suis un ancien, je me souviens très bien que jusque dans les années 70-80, le monde de la politique était très largement épargné par la justice. Le monde de l'économie, le monde de la délinquance en col blanc, en général, était très largement épargné. La justice, au début des années 80, a commencé à s'intéresser au monde politique, aux malversations financières, au monde de l'économie, à toutes ces malversations, etc. Et est-ce que là, le politique, pareil, en collusion avec le monde de l'économie, le monde de la finance, etc., ne s'est pas dit « Oh, il va nous arriver des bricoles quelque part si on continue comme ça ». Et est-ce qu'ils n'ont pas voulu moduler le code de procédure pénale, de façon à ce qu'on ait un mal de chien à appliquer le code pénal. L'évolution de garde à vue, tous les moyens de recours, tous les risques de vice de procédure. Lorsque vous êtes un homme politique ou un homme de la haute finance, vous avez un cabinet d'avocats derrière vous qui va vous permettre d'évoquer tous les vices de procédure possibles et inimaginables, toutes les possibilités de recours inimaginables. On le voit bien, les appels, les pourvois en cassation, etc. Cette procédure contradictoire qu'on a vu émerger, qui a vu passer le monde des avocats de 7 000 à 75 000 aujourd'hui, en l'espace de 20 ans, ça devrait éveiller nos consciences quand même. Après, il faut quand même se rappeler que beaucoup de ces évolutions-là sont le fait de jurisprudence ou d'influence, en tout cas européenne. Ouais. Encore l'Europe. Hein. Oui, là pour le coup, la complication générale de notre procédure pénale, c'est clair que l'Europe a eu un impact vraiment important. Donc, je ne sais pas si c'est uniquement lié à ça. C'est sûr que l'effet est le même, en tout cas. C'est certain que maintenant, pour aller caractériser des infractions, il faut se lever tôt, il faut se lever de bonne heure. Donc maintenant, je ne saurais pas dire si c'est organisé, voulu dans ce sens-là. En tous les cas, les faits sont là. Les faits, là, ouais. Pierre-Marie, il y a quand même une chose qui est certaine, c'est que le législateur, quand il vote une loi, il a un petit peu tendance à se mettre à la place du mis en cause et se dire si un jour, par hasard, je devais me retrouver mis en cause en garde à vue, j'aimerais bien avoir des droits, donc on va voter pour qu'il ait des droits, que je puisse ensuite mettre en œuvre de façon à freiner l'enquête policière. Il faut bien voir une chose, c'est que... Avions-nous l'impression, en 1995, de vivre dans une dictature infernale ? C'est à partir de 1995 que tout a basculé dans le code de procédure pénale. Est-ce qu'en 1994, on avait l'impression de vivre sous Pinochet? Je n'ai pas cette impression-là. Mais Maurice, la grenouille, quand elle est dans l'eau qui commence à chauffer, elle ne se rend pas compte que ça va chauffer tellement qu'elle va y passer, quoi. Hein, voilà, bon, nous, c'est un petit peu pareil. Mais il est certain que, de toutes les façons, 1993, la réforme de la procédure pénale avec la garde à vue en particulier. 1995, c'est la réforme de la police avec la disparition d'un certain nombre de grades pour de nouveaux grades, la création de la police urbaine de proximité qui a ensuite donné lieu à la sécurité publique qu'on connaît aujourd'hui. Ça a commencé sérieusement à se casser la gueule à partir de cette époque-là. Tout est lié. Enfin, la loi de 2000 aussi, la loi Guigou, la loi sur la présomption d'innocence. Tout à fait. Donc on voit bien qu'il y a une succès. Tout le monde s'étonne de la montée de la délinquance, mais personne ne voit qu'elle a été totalement construite, en fin de compte. Hein. Chemin faisant, on l'a construite quelque part. C'est-à-dire que la montée de la délinquance s'est accompagnée d'une complexité croissante de la procédure pénale policière. Oui, alors qu'on aurait dû peut-être faire l'inverse. Voilà, je vous remercie infiniment à tous les deux. J'invite tous nos auditeurs, bien sûr, à se rapprocher de l'Institut pour la justice. Voilà, hein, et bien évidemment de se rapprocher également du collectif La France aime sa police. Hein, nous sommes créés il y a peu de temps. Allez sur notre site, allez sur YouTube, rejoignez-nous. Voilà. Et je vous dis à la prochaine émission. Merci encore Pierre-Marie, merci encore Patrick.